Comment devient-on écrivain ? Est-ce un choix, une nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques ? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Maria Larrea. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le festival incontournable de la rentrée littéraire, les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y retrouver et y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bandes dessinées de jeunesse, près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants, il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. J'y étais l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec les écrivains de cette rentrée littéraire, dont toi, Maria Larrea. Ton premier roman, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, paraît aux éditions Grasset. Et je te laisse faire le pitch. Oui. Merci Aurélie pour l'invitation. Je t'en prie. Mon premier podcast. Merci de m'avoir invitée. Alors le pitch, d'habitude on fait ça au cinéma. Je me disais que j'étais un peu bien planquée dans le monde littéraire à ne pas avoir à faire de pitch. Mais en fait, si, il faut pitcher son livre. Écoute, c'est l'histoire... c'est un livre sur ma famille, mais c'est un roman. Tout est vrai et tout est fiction. C'est inspiré de l'histoire de mes parents, Victoria et Julián, qui sont deux orphelins, nés en Espagne, sous le régime de Franco, et qui ont émigré en France dans les années 70, et qui sont devenus femmes de ménage, gardiens de théâtre de la Michaudière. Voilà, un couple d'immigrés dans les années 70 à Paris. Donc c'est leur trajectoire, leur histoire d'amour, malgré la cruauté de leur famille et de leur début sur Terre. Et comment ils vont fonder une famille avec leur enfant, Maria, c'est moi. Et voilà, cette enfance d'une gamine immigrée à Paris, dans les beaux quartiers, mais qui vient du rez-de-chaussée, des loges de concierge un peu, on va dire, picaresques. Et c'est aussi une quête des origines, une enquête sur un secret de famille, et qui va... Parce qu'il faut donc le préciser, il va arriver quelque chose à cette petite fille, elle va découvrir quelque chose pendant un tirage chez une tarologue. Oui. Voilà, elle va enceinte, je crois qu'elle est enceinte de son premier enfant au moment où ça lui arrive. Elle vient d'accoucher. Je suis la narratrice du livre, mais... Ouais. Donc à 27 ans, je vais voir une tarologue, et ce tirage de cartes remet en doute mon origine biologique et qui sont mes vrais parents. Bon, après, la question du vrai, faux parent, biologie... Ça, c'est encore une autre question dont on parlera forcément à un moment donné dans l'émission. Bien sûr. Donc là, en gros, elle te dit, tes parents ne sont pas tes parents, quoi. Et donc, tu retournes chez toi avec cette espèce d'énorme question. Tu vas interroger ta mère. Absolument. Le tarot dit, ton père n'est pas ton père. Il y a un problème de reconnaissance dans ta vie. Il faut que tu parles avec ta mère. Elle te cache un grand secret sur ta naissance. Et... Je tiens à te dire que j'ai pris mes cartes de tarot pour cet entretien. On tirera à la fin de l'entretien. Ok, d'accord. Pari relevé. Voilà, continue. Et oui, parce qu'évidemment, j'ai été voir une tarologue. J'avais une passion pour les tarots. C'était lors d'un cours de lecture de tarot. Parce qu'on dit bien lecture, lire les cartes. Donc, tout ça est... En fait, c'est comme les cartes de tarot, c'est des mini-BD qui nous expliquent les blocages et tout ça. Et puis, elles s'interprètent. En fonction du lecteur, l'interprétation diverge. Absolument. Les interprétations divergent. Ouais. Absolument. Et je vais voir ma mère qui me dit... je lui dis, j'ai fait un tirage de cartes. Apparemment, mon père n'est pas mon père. Qu'est-ce que c'est que cette histoire sur ma naissance ? Et je suis la fille de qui ? En espagnol, elle me répond, la hija de nadie, la fille de personne. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enquêter sur ce personne. Avec des policiers, des détectives privés, des tests ADN, des allers-retours entre Paris et Bilbao, la ville où je suis née, au Pays Basque espagnol, dans le nord de l'Espagne, et de me rendre compte que mon acte de naissance était un faux, que la clinique où j'étais née n'existait plus, que le gynécologue qui avait accouché de ma mère était décédé,
Et voilà, et surtout que cet acte de naissance était un faux. Il actait que ma mère adoptive était en fait ma mère biologique. Les critiques sont dithyrambiques et à juste titre, parce que ton livre est poignant, ta plume est vive, minérale, ton sujet arrive à point nommé parce qu'il aborde notamment la question d'identité, de la filiation, de l'adoption, que depuis quelques semaines, enfin c'est la semaine dernière d'ailleurs, les dons de gamètes ne seront plus anonymes. Et les tests ADN qu'on peut commander sur Internet nous permettent de retracer notre arbre généalogique et nos origines, bouleversant les relations familiales et révélant des parentés cachées et ignorées. Donc ton sujet est vraiment en plein dans l'air du temps. Donc en plus d'être très bon, ce roman vraiment pose des questions très actuelles et très contemporaines. Alors, puisqu'on est dans les secrets, je te propose qu'on joue la carte de la transparence. Toi et moi, parce qu'on se connaît depuis des années. Et donc, je connaissais ton histoire bien avant de lire ton roman. Une histoire que tu essayes de raconter depuis des années sous la forme en film, parce que tu es cinéaste, tu as fait des études à la Fémis de réalisation avec Rebecca Zlotowski, etc. Tu fais partie de toute cette bande et ça fait très longtemps que tu veux raconter ton histoire. Oui. Tu pensais d'abord la raconter en film et finalement, c'est sous la forme du roman qu'elle voit le jour. Et j'aimerais qu'on profite du fait qu'on se connaisse depuis longtemps pour peut-être parler de ça, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ton histoire, en fait, elle est très rébarbative, cette question de la genèse d'un livre. Tous les journalistes la posent à l'auteur, mais je pense que dans ton cas, la genèse est un roman à elle toute seule. J'adore la genèse de ce livre. Je la chéris comme un enfant, absolument. C'est une double naissance. Double naissance. Donc je fais la Fémis. En sortant de l'école, je fais un enfant et j'apprends que je ne suis pas celle que je crois. Enfin, c'était meant to be. Il y avait un faisceau qui était là. Maria, tu dois découvrir un secret. Ce secret a à voir avec les péridurales et les césariennes. Et en fait, donc, pendant des années, j'avais cette obsession. Il fallait que je raconte cette histoire. En même temps que j'enquêtais. C'est-à-dire que j'écrivais un scénario. Mais tu as commencé à enquêter dès lors que tu as appris la chose, c'est ça ? Le lendemain. Le lendemain, d'accord. Okay. Oui. Et tu prenais des notes, tu écrivais ou pas du tout ? J'avais un cahier d'enquête, d'accord. Un vieux Clairefontaine des familles à petits carreaux et spirales, et dans lequel je mettais tout ce que je pouvais trouver, les associations avec desquelles je me suis rapprochée, tout ça. Tu notais aussi tes sentiments ? Non, pas du tout. D'accord. Je n'avais pas de journal de bord, pas de... Non, attends. Non, je me trompe. J'avais un petit Moleskine où si j'ai noté mes sentiments le jour de la révélation, le jour où j'ai compris que j'étais pas la fille biologique de mes parents. Tu te souviens ce qu'il disait, ce carnet, non ? Il est dans ma bibliothèque rangé. Je vais le ressortir tout à l'heure, le Moleskine. Je t'enverrai une capture d'écran, une photo. Et en fait, donc... Je sortais de la Fémis, j'étais diplômée en réalisation et j'étais censée écrire le long métrage qui allait me révéler en tant que jeune réalisatrice dans le cinéma français. Enfin, c'est ce que je pensais, c'est ce qui était programmé. Et je sors de l'école. Tu racontes, d'ailleurs, je fais un petit aparté, tu racontes dans le bouquin comment Desplechin, un jour, tu le croises dans la rue par hasard avec une copine, il fait « c'est Desplechin » et tu lui demandes, tu lui poses justement la question de ton avenir et il te dit faites la Fémis et restez sectaire, je crois. Oui. C'est une des... Oui, tu racontes ça dans le roman. Ouais. Je lui ai couru derrière quand j'étais au lycée Lamartine en terminale pour savoir quelles études il fallait faire pour devenir comme lui. Saisir les opportunités, c'est très, très important. Voilà. J'ai couru 2 fois derrière quelqu'un, vous verrez. Donc, il y a eu Desplechin l'année de la Coupe du Monde de foot, de 98 et 1 et 2 et 3-0. Et il y a eu aussi... mon éditrice chez Grasset, mais ça va venir à la fin de l'histoire. Très important, parce que aujourd'hui, c'est un peu un workshop sur comment persévérer quand on a une histoire à raconter. Ça peut être notre intention de la journée, c'est comment partager avec tous ceux qui nous écoutent et qui rament à faire publier ou voir exister leur histoire, les encourage à persévérer à travers ton histoire à toi. Donc on revient. C'est une histoire de l'obstination. De l'obstination. J'ai cette obsession d'enquêter sur mon histoire biologique, sur mes origines, et en même temps que j'enquête, un document de scénario dans mon ordinateur est en fait la béquille. Je me dis, il faut tout de suite que je raconte cette histoire. Donc pendant des années, j'enquête, l'enquête est compliquée, et pendant des années, j'écris ce scénario, et c'est compliqué. Avec des hauts et des bas, faire un film aujourd'hui, ça tient du miracle. Le cinéma, c'est l'art de la collaboration, mais aussi du compromis. Les castings, les financements, les chaînes de télé, l'aide des régions. Un film, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu et il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis. Donc,
nous, scénaristes, réalisateurs, auteurs. Et c'est très cher. C'est ça qu'il faut. C'est peut-être la grande différence. On en a parlé avec Lucas Belvaux, dont vous écouterez aussi l'entretien. Le livre est quand même beaucoup moins cher. Voilà, c'est une histoire qui se raconte avec des moyens plus raisonnables, quoi. Absolument. Et on peut travailler à côté d'un autre travail. Et donc, je développe ce scénario, je monte un casting. Des financements commencent à venir, mais pas le CNC. L'avance sur recette, je me plante au dernier tour. L'avance sur recette, pour expliquer à nos auditeurs, il y a toute une liste d'entités à laquelle on propose le projet et qui peuvent ou non la soutenir financièrement. Et c'est l'assemblage de toutes ces petites poches qui fait qu'un film devient financé. Voilà. Et donc, il y a des aides gouvernementales, privées. Voilà. Le CNC, c'est de l'argent public, Centre national de la cinématographie. Et le film est vraiment à l'orée de se faire. Je gagne un prix du public au Festival d'Angers à la lecture de mon scénario, qui est diffusé sur France Culture lors d'un podcast. C'était le prix. Il n'y avait pas d'argent, il y avait une médaille et d'être diffusé sur France Culture. Le scénario in extenso. Ouais. Donc, mais pourtant, le financement s'écroule et le film ne se fait pas. Je suis très, très malheureuse, mais pourtant, le film existe d'une certaine façon, de façon sonore, sur France Culture. Et un jour, une amie à moi, qui est professeure de français agrégé, donc quelqu'un de très intelligent, de brillant, me téléphone et me dit « Maria, tu t'es trompée ». Je lui dis « Mais comment ça, je me suis trompée ?» Elle me dit « Je viens d'écouter ton scénario sur France Culture. Je suis émue aux larmes, mais c'est romanesque. En fait, on va raccrocher et tu vas t'inscrire dans un atelier d'écriture et tu vas écrire un roman. Parce que c'est ça la destinée de ton histoire. » Et voilà. La petite fille espagnole du fond de la classe qui bavardait beaucoup, j'avais pas trop de mauvaises notes, j'étais assez forte en dictée. Mais ceci dit, le fait que cette autorité... Et pourtant, voilà, je suis une grande lectrice. La littérature est très importante pour moi, mais pour moi, la littérature, voilà, c'était Zola, Balzac, c'était au-delà, c'était pas pour moi. Le cinéma, c'est un art plus populaire. J'ai maté Santa Barbara avec ma mère. Après, je suis arrivée à Maurice Pialat, mais... T'inquiète qu'il y a plein de grands écrivains qui regardent Santa Barbara. Hein. Cool. Et donc, elle m'autorise ça. Et ça a vraiment fait un déclic dans ma tête. J'ai raccroché. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture à l'école Les Mots, rue Dante, dans le 5e. J'ai fait plusieurs ateliers. Et j'ai écrit le prologue et le premier chapitre en 1h30. En fait, elle avait débloqué quelque chose d'essentiel. Et tu te souviens ce qu'elle t'a dit ou... C'est romanesque. Écris un roman. Écris, en fait. En me disant ça, elle me disait « Tout le monde peut écrire, tu peux écrire. » C'est ce que je pense, tout le monde. Elle m'a autorisée. Et tout le monde peut écrire. Comme tout le monde peut faire un film. Tout le monde peut écrire. Tout le monde doit écrire. Tout le monde doit faire des films. Tout le monde doit exprimer quelque chose à un moment donné. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais c'est de l'ordre de la... On parlait de santé mentale, c'est de l'ordre de la santé mentale à un moment que d'exprimer ses sentiments. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec l'écriture de ce roman. On parlait de la fiction, de la réalité. Quand j'écris ce livre, évidemment, les faits, les fragments, c'est la mémoire de ma famille, les histoires que me racontaient mes parents, ce dont je me souviens. Mais après, ce que je tisse, la chair, la vie, ce qui est littérature et fiction, ce sont les sentiments et les émotions que j'ai essayé de faire passer et de convoquer au moment de l'écriture. Tu l'as très bien fait d'ailleurs. Les émotions sont traduites. De toute façon, elles sont palpables, elles sont vivantes. Donc cette femme te galvanise. Et donc là, en 1h30, tu as le prologue et le premier chapitre. Et le premier chapitre. Ouais. Alors parfois, on s'arrête à ça. Parce que le premier jet peut être extrêmement excitant, rassurant. Et puis on peut se confronter ensuite à la difficulté du deuxième chapitre, comme du deuxième film d'ailleurs. En fait, le roman alterne les parties de l'enfance de Victoria et Julián en Espagne qui commence dans les années 40 et l'autre musique du livre, ce sont les chapitres de mon enfance à Paris dans les années 80. Donc, au moment où il a fallu se coltiner mon enfance dans les années 80, c'était plus difficile. Donc, c'est à partir du chapitre 3 ou 4 où là, j'ai commencé à me dire genre, mince, il va falloir que je me foute à poil. Je vais pas raconter la jeunesse de Julián et Victoria
il va bien falloir que je me mouille, quoi. Elle est très littéraire, je tiens à le dire, cette jeunesse de Julián et Victoria. Ce sont de très beaux personnages qui nous replongent dans l'Espagne franquiste, la cruauté aussi de cette époque. La misère, la pauvreté. C'est très bien retranscrit. Voilà. Et ils sont très touchants, ces deux personnages. Mais c'est ce qui fait que ton livre est plus qu'une autofiction, parce que justement, il y a bien plus que ça. Donc c'était très important qu'ils y soient et qu'ils soient proprement romancés aussi. Oui, je pense ils sont aussi mes parents dans le livre. Ils ont pu donner naissance à ce chapitre suivant en habitant le livre en tant que personnage, Victoria et Julián, parce que vraiment, quand ils me racontaient leur enfance, je trouvais que c'était des héros en puissance, des héros de Dickens. Vraiment, ils le sont. Ouais. Par contre, plus compliqué, parce que là, justement, tu n'as plus le poids de l'histoire, tu n'as plus des effets dramatiques liés au contexte politique, à la pauvreté. Tu dois t'attacher à raconter donc les années 80 à Paris. Oui, d'une gamine dans les beaux quartiers, qui est dans les écoles privées. Donc j'essayais de garder l'importance pour moi, et dès mes courts-métrages, c'était de toujours réussir à faire rire. J'ai vraiment, c'est nécessaire pour moi de réussir à avoir toujours de breaker le drame. La dérision, l'humour. Donc voilà, je me suis dit, c'est ce que je vais tenter avec le personnage de Maria, voilà, mon double. Et Antoine Douanel, c'était déjà pris, donc il fallait bien que je m'appelle Maria. Donc voilà, c'était de raconter avec un peu plus de truculence, je ne sais pas si ça se dit, cette enfance avec un père alcoolique qui hurlait sur les acteurs du théâtre de la Michaudière. Où il travaillait, une mère femme de ménage qui n'avait aucun scrupule à chourer chez ses patrons. Donc je me disais, tout ça est croustillant, on va en faire quelque chose de cool. Mais aussi toi, ta position dans ce milieu, l'hermétisme social du Paris à l'époque, et puis la contradiction que tu sens à l'intérieur de toi-même aussi, d'être finalement de ce monde et de ne pas y être complètement à ta place. Bien sûr, la question de l'identité et de la place, en fait, elle est là dès le départ, parce que j'étais une transclasse. J'étais celle qui avait je cite, le même prénom que les femmes de ménage des copains, des camarades de classe. Ah, mais c'est marrant, Maria, tu t'appelles comme ma femme de ménage. Donc, je voulais raconter aussi cette question de la place et de l'identité, elle s'est traduite partout. Mes parents qui, en fait, me cachaient ce secret d'appartenance, d'identité, et t'es pauvre chez les riches, espagnole chez les Français, parisienne chez les Espagnols. Rien n'était comme il faut, quoi. Tout était tordu. Tout était comme de l'autre côté du miroir, en fait. Et il fallait, et ce que j'essayais à travers ces chapitres-là, c'était de mettre à chaque fois une petite... comme le caillou du petit pousset. Alors attention, là, il y a ça va pour arriver jusqu'à la révélation, en fait. Tirer le fil de la question de l'identité, de la place, avec les péripéties d'une petite fille. Donc, tu es sur ces premiers chapitres des années 80, et puis qu'est-ce qui se passe ? On continue dans la narration de notre narration. Dans la narration de la narration. Alors attends, après des allers-retours avec l'Espagne, en fait, dans la construction du livre, je me suis dit, tout de suite, j'ai eu le plan, en fait, et je me suis dit, je vais le faire en 2 parties. La première partie, il va falloir monter crescendo jusqu'au tarot, jusqu'à la séance de tarot, jusqu'au point d'orgue. Et suite au point d'orgue, la deuxième partie, c'était l'enquête qui est plus contemporaine. Donc la première partie alterne les années 40, 50, 60, 70 en Espagne, avec Julián et Victoria, leurs abandons, leur histoire d'amour qui est quand même très romantique, et leur départ pour la France avec cette jeunesse de filles de concierge, et pour arriver jusqu'au tarot. Et là, tout ça s'alterne jusqu'à la révélation. Et ensuite, on prend la main. C'est le monde contemporain, enfin, comment dire ? Actuel, tu veux dire, le temps présent. C'est le temps presque présent qui prend la main dans la deuxième partie. Alors, on n'a pas besoin de raconter tout le livre parce que je ne veux pas le spoiler. Mais dans ton processus,
Je veux rester dans l'écriture, plus Bien que sûr. dans le contenu du livre, parce que vraiment, je veux que les gens le lisent et soient pris dedans. De toute façon, il se lit très aisément, c'est vraiment une lecture très fluide. Dans ton processus d'écriture, tu as trouvé ta structure et tu alternes écriture et voyage en Espagne pour retrouver... Ouais. Dans l'enquête, dans l'enquête. Finalement, tes parents biologiques, ça, pour retrouver l'identité de... Oui, retrouver... Alors, est-ce que c'est vraiment retrouver un parent biologique ? C'est pas forcément chercher quelqu'un, mais c'est chercher l'histoire. Et c'est encore ce truc de fiction. J'écrivais de la fiction alors que je découvrais que j'en étais une. Parce qu'en fait, on m'a raconté une histoire, on m'a menti. Et je voulais découvrir quelle était l'histoire avant l'histoire. Plus que retrouver quelqu'un. Finalement, quand on cherche un parent biologique, on n'a pas forcément grand-chose à lui dire. Mais on attend qu'il nous raconte. On attend qu'il nous raconte quelle a été l'histoire d'avant qui est celle qui crée l'histoire d'aujourd'hui. Et en même temps de tout ça, tu es en train d'élever un petit garçon à qui tu racontes aussi son histoire, j'imagine. Oui, j'ai vu que j'avais été un peu le dindon de la farce de mon adoption. J'avais décidé de raconter à mon fils la vérité. Oui, lui était au courant de mes recherches et de... Donc même bébé, tu lui racontais voilà ce que maman est en train de faire, etc. etc. Oui, la génération post-Dolto, c'est ça. On communique, on dialogue, absolument. Donc tout ça arrive et quand tu fais tes voyages, tu vas découvrir donc... Ah, je découvre que l'Espagne... Alors, c'est fou, il y a vraiment des timings pour tout. Je découvre que l'Espagne, en fait, a vraiment des vieux dossiers cachés, semi-cachés sous le tapis. Ils commencent à émerger en même temps que mon enquête. L'histoire des bébés volés et des adoptions illégales qu'il y a eu sous Franco et qui ont continué bien après sa mort, jusque dans le début des années 80, entre Madrid, Bilbao, d'autres villes en Espagne. Mais Madrid et Bilbao étaient un peu des mecs du n'importe quoi, de l'église et de gynécologues véreux qui organisaient des adoptions absolument illégales, des appropriations, voilà, comme c'est mon cas. Avec un acte de naissance qui dit que les parents adoptants sont les parents biologiques. Mais ta maman ne pouvait pas avoir d'enfant, elle avait essayé depuis longtemps, et elle avait été contactée, c'est ça, par ce gynécologue qui lui avait dit... Un ami d'amis. Un ami d'amis lui avait dit, il y a un moyen d'avoir un enfant. J'ai un plan, non mais c'était vraiment... j'ai un plan, c'était dans l'Argus, quoi. C'était comme avoir un plan pour quelqu'un qui fait les travaux chez soi, j'ai un gynéco qui peut avoir un bébé. Donc à ce moment-là, tu découvres... qu'il y a eu mensonge, mais mensonge à une échelle un peu nationale. À une échelle nationale, absolument. Avec l'Opus Dei qui est mouillé là-dedans. Ouais. Parce qu'évidemment, les sages-femmes, c'était des bonnes sœurs. Et les responsables du registre civil étaient mouillés dans l'affaire. Le maire de Bilbao était mouillé. À Madrid, il y avait des médecins éminents qui faisaient ça. Et donc, tu es habité par quel sentiment à ce moment-là ? Tu t'en souviens ? Oui, je m'en souviens bien. En fait, je vais parler d'un autre personnage. C'est le personnage de Millennium. Je me sentais un peu comme la nana dans Millennium qui a envie de tout cramer, qui fait de la moto avec les cheveux noirs et des piercings, ce qui a été mon cas dans ma jeunesse. Imaginer ta colère, mon Dieu. Ouais, j'étais super vénère. Et en même temps, toujours habitée, toujours obstinée. Il y a vraiment un truc, j'ai jamais lâché l'affaire. C'est 14 ans d'enquête. Wow. Je te remercie de partager ton histoire avec nous. En fait, je sais que ça parlera à beaucoup de gens. Parce qu'il y a plein de variations sur le thème de l'inconnu et du secret, etc. Et donc, c'est vraiment chouette que tu le fasses. Donc là, tu es en colère, mais tu continues. Oui. Et je continue à écrire le scénario. Ce fameux scénario. Toujours la béquille du scénario. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe qui est intéressant, c'est que j'ai fait des tests ADN avec la police, mais qui n'ont rien donné. Mais c'est au moment où j'ai fait... Parce que la police, alors je rajoute que la police, à ce moment-là, soutient, parce que tu n'es pas la seule, ils ont plusieurs cas de ce genre, et ils sont plutôt, pas proactifs, mais je dirais plutôt soutenants. Après avoir été assez con. Non, il faut le dire. Oui. Alors, je pense qu'une fois que ça sort dans la presse... Voilà, mais c'est vrai. La police, il y avait des mecs mouillés aussi avant. Du moment où ça sort dans la presse et où des associations se montent, et c'est vraiment
en synchronicité avec ma découverte, c'est à ce moment-là que la police commence à un peu montrer patte blanche. Il y avait un échange d'argent ou c'était simplement pour se débarrasser? Non, il y a un échange d'argent. D'accord. Donc bien sûr. C'était un business à but lucratif. Mais oui, oh là là. Ok. Des gens ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Mais au moment de l'enquête... Donc, je fais un test ADN avec la police, mais qui donne rien. J'embauche un détective privé. Et en fait, ce qui va vraiment faire la différence dans toute cette histoire, c'est MyHeritage. C'est le test ADN dit récréatif, qui normalement est interdit en France, mais on peut les commander online. Et je fais ce test alors que je pense que mon scénario est au point mort, l'enquête est au point mort, il y a un cul-de-sac dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle par rapport à toute cette histoire. Et en fait, ça va changer la donne. Je lisais un article du Washington Post qui disait « La décennie 2020 », c'est celle qui va voir tous les secrets de famille exploser. Ah oui, c'est un gros sujet. C'est pour ça, c'est ce que je disais dans mon intro. C'est-à-dire que là, les familles, à Noël, ça devient le branle-bas. Tout le monde s'offre des tests. Et puis, c'est la grosse crise familiale. Aux États-Unis, c'est une catastrophe. C'est le pugilat. Les demi-frères, les scandales de famille. Ah, ça n'arrête pas. Mais c'est vraiment ça. Elle disait ça. C'est la fin des secrets de famille avec tous ces tests récréatifs. Et des demi-frères et des demi-sœurs, en veux-tu, en voilà. Tu continues l'écriture, tu vas voir les flics, l'enquête se poursuit et tu fais MyHeritage. Et là, il y a des matchs. Il y a des matchs et j'embauche une généalogiste pour m'aider. Ouais. Mais il y a des matchs importants. Enfin, je veux dire, c'est comme le casino à Vegas, quoi. Il y a des pièces qui tombent, quoi. Et une amie me dit, mais embauche quelqu'un pour t'aider, une généalogiste. Un généalogiste, ou un notaire. Et donc, j'ai embauché une généalogiste formidable qui m'a aidée et on a remonté très très vite jusqu'à l'origine. Enfin très vite, en quelques mois, en vraiment 2 mois. Et donc là se pose la question de la rencontre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, dans ton cas, tu as eu une médiatrice. La généalogiste qui connaît ce genre de cas m'a dit « c'est bien si c'est encadré ». Et on a travaillé main dans la main avec une médiatrice espagnole qui est avocate, adoptée, de Bilbao. Wow. Donc, elle cochait tellement de cases que c'en était vertigineux. Et j'avais jamais rencontré quelqu'un qui pouvait décrire avec autant de précision tous les sentiments contradictoires qui pouvaient m'habiter à ce moment-là. Et qui m'a aidée jusqu'à... Voilà. Ça, c'est dans le livre. Ouais, on n'en dira pas plus, mais on peut continuer à parler de la vie du livre. Oui. Donc, toutes ces choses se produisent dans ta vie. Et à quel moment donc, on t'encourage pour les premiers chapitres? Tu sais que tu vas parler de toi plus jeune, etc. Oui, et quand est-ce que tu arrives à un premier manuscrit? Donc, j'écris le roman à côté de ma vie. C'est-à-dire que je développe un autre scénario avec une autre boîte de prod à ce moment-là, un film d'horreur sur la maternité. Mais j'écris, sans calcul. Ça me fait un bien fou de l'écrire. Je me dis, cette histoire, j'arrive à la transformer. Et en fait, très inspirée et très heureuse de ce que j'écris. Vraiment, c'est un parcours très joyeux, le parcours de l'écriture. Chaque chapitre était un bonheur de... Il était facile. Enfin, facile, c'est qu'un peu... Non, c'est pas une histoire de facilité, mais c'est... Fluide. Il y avait une fluidité, c'est ça? Mais en fait, c'était nécessaire. D'accord. Ça répondait ça répondait de façon très forte à mon besoin de vérité et à mon obstination de raconter cette histoire. Le cinéma avait été très résistant, et là, il n'y avait aucune résistance. Je disais plutôt, écrire un livre, c'est comme produire un blockbuster toute seule. Personne va me dire « Ouais, mais en fait, j'aime pas les flashbacks, j'aime pas les voix off. » Je suis la patronne à chaque instant. Le casting est énorme. On peut être sur plusieurs pays, plusieurs périodes, des allers-retours. Et puis, on peut aussi passer 3 jours sur une scène. On n'a pas non plus la contrainte du temps, du nombre de pages. Absolument, la contrainte de la scène, de la page 15, de l'acte 1, acte 2, acte 3. Donc... Or, un de mes films préférés, c'est Kill Bill de Tarantino. Et à chaque fois qu'on me disait « Mais non, mais tes scénarios, c'est pas trop. C'est de la comédie dramatique, c'est de la comédie, c'est du mélo. » J'étais « Ah non, mais j'ai envie de tout faire à la fois, moi. C'est possible. Il y a des mecs super qui font ça. » Et en fait, j'étais jamais vraiment totalement comprise dans ce que j'essayais d'exprimer et dans mon mélange des genres. Et on comprend d'où vient le mélange des genres, de Santa Barbara à la Fémis. Et
Et en fait, avec l'écriture, avec la littérature, je pouvais m'exprimer, je pouvais tout d'un coup plus lyrique, plus vulgaire, plus ordurière, passer d'une langue à l'autre. Je me baladais, c'était agréable. Personne n'allait... Après, je le lisais dans mes ateliers d'écriture, donc j'ai pris confiance aussi, avec le regard d'écrivains qui menaient les ateliers, le regard des élèves. Et puis, un jour, au bout de 2 ans, j'ai été au bout. J'ai été au bout du manuscrit. Et, tu es arrivée au bout. Ouais. Voilà. Et j'ai envoyé le manuscrit à une de mes anciennes profs, entre guillemets, qui était Chloé Delhomme, femme que j'admire et qui m'a soutenue pendant l'écriture, lors d'un atelier. Et c'est ce qui a fait la différence. Elle m'a dit que c'était bien. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu... j'ai envoyé à une autre éditrice dans une autre maison d'édition. Et puis, en fait, les retours étaient tellement positifs que, waouh, j'en dormais toujours plus la nuit. Et un jour, l'école Les Mots, je regarde, ils diffusent une éditrice de chez Grasset qui parle du milieu de l'édition pendant 2h30. Et comme ça commençait un peu à bouger pour le manuscrit et que je ne connaissais rien au milieu de l'édition, je décide de regarder cette conférence. Et cette fille s'appelle Chloé Deschamps. Et le lendemain, en allant à ma boîte de prod pour bosser sur mon scénario, à l'heure du déj, il faut bien aller chercher à manger. Donc je pars avec ma carte bleue m'acheter un sandwich et une canette de coca. Et tu tombes sur elle. Et je tombe sur Chloé Deschamps dans la rue, l'éditrice qui parle pendant 2h30 du monde de l'édition, que je trouve brillante par ailleurs et qui m'a permis de dormir sur mes 2 oreilles cette nuit-là, parce que enfin je comprenais un peu plus de quoi il s'agissait. Eh bien, j'ai saisi ma chance comme avec des pléchins. J'ai dit « Chloé Deschamps !» Et je lui ai couru derrière. C'était bien elle. D'une part, je suis astigmate et myope. J'aurais pu me tromper, c'était bien elle. Elle s'est retournée. Je l'ai remerciée pour son zoom et je lui ai proposé mon manuscrit. Qu'elle a lu. Qu'elle a lu. Et aujourd'hui, c'est mon éditrice chez Grasset. Donc, il y a des happy ends. C'est possible. Laissez le charme agir. Combien d'années entre la première, l'ébauche de ton histoire et l'apparition de ton livre ? 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi environ. 2 ans et quelques mois. Voilà. Et on a signé pour mon roman en mars, pour une sortie le 17 août. Voilà. Alors, comment vis-tu maintenant cette histoire au grand jour ? C'est-à-dire que avoir à en parler, le fait que tout ça soit finalement lisible, enfin que les gens vont pouvoir lire ton histoire, que ta famille, ta mère de lait, que tout le monde en fait, va pouvoir lire ta version de l'histoire. Comment tu vis tout ça ? Parce que il y a quand même beaucoup d'expositions médiatiques sur ton livre. Je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Il plaît beaucoup en librairie, etc. Comment tu vis tout ça ? Pour l'instant, avec beaucoup de joie, évidemment, parce que quelque part, de voir que j'ai persévéré, j'avais besoin d'exprimer quelque chose, j'avais besoin de raconter cette histoire, notre histoire à je disais, 3 orphelins d'une même nation, Juliane, Victoria et moi. On est quand même 3 gosses abandonnés, quoi. Et je trouve que c'est quand même une sacrée revanche pour des enfants nés sous X, des enfants de couvent, des enfants de... Mon père était dans une institution jésuite. Pour nous, les déclassés à l'instant 0, c'est une super revanche maintenant que de voir le prénom de mes parents qui ont été femmes de ménage, gardiens, des métèques qui sortaient les poubelles des nantis. De voir dans les journaux prestigieux leurs prénoms et de les voir décrits comme des héros qui ont bouleversé un lecteur, une lectrice, un libraire, eh bien, c'est énorme. C'est une putain de revanche, quoi. Et c'est une double reconnaissance. Ah ouais, là c'est de la reconnaissance à go. La tarologue l'avait dit. C'est un problème de reconnaissance et j'ai l'impression que ça se règle. La 4e de couve parle de la naissance d'une romancière. Tu t'es redécouverte une famille, les 3 orphelins dont tu parles, que vous formez, ton père, ta mère et toi. Une famille biologique, puisque c'est le terme qui est utilisé, même si j'exècre un peu ce terme étrange. Et tu t'es trouvé aussi apparemment une vocation. Oui, une place, c'est vrai. C'est
la place dans le cinéma était compliquée, était difficile, et je m'attendais pas à cette place-là d'écrivain. Donc là, tu travailles déjà sur le deuxième roman ? J'ai déjà fait un document Word, ouais. Ah. Il y a un point doc quelque part dans lequel je note des choses. Non, oui, je trouve ce monde très accueillant. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai été très bien accueillie. Je me sens très aimée dans ma maison d'édition. Quelles sont les grandes différences que tu sens entre le milieu du cinéma et le milieu littéraire ? Il y a un plus grand respect de l'auteur. Je pense qu'il y a une plus grande révérence pour une certaine matière grise, pour un travail plus cérébral, et le savoir aussi, la culture. Ouais. Mais le cinéma et la littérature sont vraiment complémentaires, proches. Enfin, j'ai l'impression il y a moins de gens dont il faut avoir un green light. Tu vois, on parle de green light dans le cinéma, la lumière verte. Il y a trop de feux rouges dans le cinéma. C'est très dur de passer au vert. Donc, ça roule pas, quoi. C'est embouteillé, on est beaucoup. C'est ça qui est difficile. Après, là, moi, tout est une première fois. Je suis la ravie de la crèche. Donc, j'ai beaucoup de chance aussi. Je pense que les maisons d'édition aussi reçoivent plein de manuscrits tout le temps, tous les jours. Et que c'est aussi un défi d'être publié. Et en tout cas, je chéris ma chance et le bonheur que c'est aujourd'hui de voir mon premier roman publié, qui est l'histoire de mes parents, mon histoire, et de voir que, voilà, il est sorti il y a peu de temps, mais que ça touche déjà des lectrices et des lecteurs. Comment tu négocies ton rôle de mère avec tout ce qui t'est arrivé et avec ce qui se passe dans ta vie en ce moment ? C'est rock'n'roll. Je parlais de l'homme de Vitruve de Vinci. Je me sens un peu homme de Vitruve / Shiva. Donc, on jongle, babysitter. Et puis, en même temps, comment refuser des invitations pas adorables envoyées par des libraires ? J'ai évidemment envie de dire oui à tout parce qu'aussi, c'est le bal des débutantes pour moi. Ouais. Donc, et c'est dans mon tempérament de me réjouir. Donc, quel est le meilleur conseil que tu as reçu par tes amis dans le milieu par rapport à cette sortie de livre ? Profite. Ouais. C'est ton premier roman, ça restera ce premier moment. C'est un moment un peu à part. Ouais. C'est la première fois. Donc j'ai envie de bien garder en mémoire tout ce qui se passe maintenant. Et... Comment tu gères les critiques du fait que c'est quand même ton histoire et que c'est la première fois que tu en parles publiquement ? Est-ce que tu arrives à faire la séparation entre ta plume, la qualité intrinsèque du livre et ton histoire à toi ? Est-ce que parfois les deux s'imbriquent ? Est-ce qu'il y a une sensibilité exacerbée du fait que ça touche à un sujet aussi intime ? Je me suis quand même endurcie au fil des ans grâce au cinéma. À cause du cinéma, je me suis endurcie, donc j'encaisse. Et pour l'instant, il n'y a rien de trop négatif. Pas de pugilat sur le livre, mais pour l'instant, il n'y a pas de souffrance. Non, pour l'instant, c'est que de la joie. Quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose au sujet de ce livre qu'on ne t'a pas posé encore ? En fait, qu'est-ce que tu as envie de dire de ce livre, de cette œuvre, de ton expérience que tu as envie de partager, qu'on n'a pas forcément, sollicité sur ce terrain ? Alors là, je sèche, là. Tu sèches ? Ouais. C'est peut-être qu'il n'y a rien. Hein. Tu l'as écrit pourquoi, ce livre ? Je te pose la question parce que... Très bien, non, mais c'est ça, c'est super, ça. Ouais. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Ouais. Pour m'emparer de mon histoire. Pour m'emparer de mon histoire et de pouvoir aller dans chaque recoin. Parce que je parle beaucoup d'ombre et de lumière. Et il y avait vraiment envie de m'emparer de l'histoire. Et je disais, quand on apprend comme ça, quand la vie est bouleversée par un énorme secret de famille comme ça, je reviens au cinéma, c'est comme changer de chef-op. On revoit E.T. ou les 400 coups, mais c'est un autre chef-op qui a fait l'image, quoi. On revoit sa vie, mais c'est éclairé à des endroits différents. Les zones d'ombre deviennent lumière, les zones de lumière deviennent des zones d'ombre. Et donc, il fallait que je m'empare de l'histoire et je voulais y mettre beaucoup, beaucoup de lumière. Mais par rapport au style d'écriture,
Bizarrement, il est question d'identité, mais j'ai l'impression que ton style, tu l'as trouvé très, très spontanément. Oui, j'ai pas... Tu t'es même pas posé la question. Non, je me suis pas posé la question. J'ai essayé d'être... Ouais, enfin... T'étais plus libre, en fait, sur très ce libre, domaine-là. très en fait, libre. Du fait que... Et au-delà du cinéma, aussi, j'ai été DJ. Ça, une période de ma vie, dans les années 2000. Et je pense qu'il y a un truc comme ça de... Je pense à ça. Il faut faire danser les foules. Il y a des gens sur une piste de danse qui sont en train de boire une margarita et il faut enchaîner les disques et que ça continue à être festif et à ce que la fête continue. Donc peut-être qu'il y a un truc comme ça dans ma plume où j'ai essayé en tout cas que ça danse tout le temps, quoi, qu'il y ait du rythme, que ça, ouais, qu'on quitte pas la piste, quoi. Et t'as la pression du deuxième livre ou pas? Je me dis que j'ai réussi à faire ça. Qu'est-ce que je vais faire après? Mais j'ai encore des disques. C'est ça, hein, ouais. J'ai encore des disques. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter, communiquer, partager, quelque chose que tu espères par rapport à ce livre et que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent? Alors, d'abord, j'aimerais partager, mais tu as mis tu as mis un éclairage là-dessus sur persévérer, continuez, exprimez-vous, écrivez des scénarios, des courts-métrages, des longs-métrages, des livres, des poèmes, dans vos notes sur votre iPhone, sur votre ordi, dans un carnet, exprimez-vous et un jour ça peut fonctionner et vous pouvez partager avec d'autres ce que vous avez à dire. C'est un Oscar speech que tu me fais là. Oscar speech. And I want to thank God and my mother. And my mom, and so much, and I'm so excited. And thank you to the Academy, and thank you to la Maison Grasset. And I want to thank my agent. J'adore. Attends, j'ai une passion... Pour ton vraiment. agente. Alors non, j'ai une passion pour mon agente qui est formidable, qui s'appelle Olivia de Dieu le veut. Et j'ai une passion quand j'ai un peu le blues et que j'ai hyper envie de chialer pour vraiment m'enfoncer dans le fin fond de la mélancolie parce que ça fait du bien, on peut écouter Elliott Smith, etc. Ouais. Mais c'est surtout, je vous recommande à tous d'aller sur YouTube et de regarder des gens qui reçoivent des prix. Je trouve ça fantastique. Moi, je le fais tout le temps, j'adore ça. Lesquels est ton préféré? Javier Bardem. Dans quoi? Un Oscar ou... Pour l'Oscar de No Country for Old Men. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle à sa mère et il dit qu'il dédie aux comédiens espagnols, mais comedians, qui étaient aussi les humoristes, les comédiens populaires espagnols qui sont venus avant lui et qui sont venus sous Franco d'ailleurs. Et voilà, il parle, il prend le pouvoir, il parle en espagnol au moment de... Enfin, il parle en anglais et ensuite en espagnol. Et là, à chaque fois, il met à terre. Javier Bardem, quand il s'enflamme, qu'il lève l'Oscar et qu'il parle en espagnol, là, c'est... C'est parce qu'en fait, ce sont des moments qui permettent de remercier et d'évoquer justement le poids de cette histoire et de pouvoir y mettre de la lumière aussi, de célébrer en fait. De partager la mémoire. Oui, exactement. Partager la mémoire. Ce que fait la littérature. Je te remercie d'être venu. C'était un très beau moment. J'espère qu'il inspirera les gens qui écrivent, les encourager. Je rappelle que tu seras à Besançon 16, 17, 18 pour signer des bouquins. Je ne sais pas où ce sera, dans quel stand, mais tout sera indiqué. Je te souhaite une sublime route. Et merci Aurélie, merci infiniment de m'avoir invitée. Je t'en prie. Merci. Au revoir.